dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que la pression monte pour Lauryn, l'enquête de police prend un tournant inattendu. En parallèle, Hélène a une idée pour se venger de Christian. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 2 juin dans Un si grand soleil. Lauryn a un alibi, la police sur une nouvelle piste et Lauryn est interrogée par Élise et Hakim en présence de Claudine. Elle confirme avoir couché avec Evan mais nie être l'auteur de tout ce qu'on l'accuse, et notamment du mail anonyme. Claudine fait remarquer aux policiers que tout leur argumentaire repose uniquement sur les accusations d'un mari qui cherche à se défausser de ses responsabilités en accusant sa maîtresse, une jeune étudiante sur qui il a, qui plus est, autorité dans le cadre professionnel. Lauryn explique ensuite qu'elle se trouvait dans un bar au moment de la fusillade. Claudine ajoute que sa cliente pourra leur donner le nom de toutes ses amies qui se trouvaient avec elle ce soir-là. Claudine appelle ensuite Janet afin de récolter des informations sur Lauryn. Surprise, Janet lui explique que c'est une excellente interne, mais qu'elle n'est pas forcément appréciée de tout le monde puisqu'elle a tendance à être un peu arrogante et sèche avec le personnel. Questionnée sur les relations de Lauryn avec Evan, Janet se contente de répondre que la jeune interne participait d'assez près au projet de clinique d'Evan. Et que des bruits de couloir laissent entendre qu'il était assez proche. Mais, même si Lauryn n'est pas commode, Janet ne la voit pas tirer sur Evan ou sa femme par jalousie. Lauryn, de son côté, passe voir Evan dans sa chambre d'hôpital et lui fait savoir qu'elle n'apprécie pas d'être accusée d'être une meurtrière. Evan assure qu'il n'a jamais dit qu'elle était une criminelle. En revanche, il est convaincu que c'est elle qui a envoyé le mail au tribunal et qui a payé cette femme pour qu'elle l'appelle et lui dise que Chloé le trompait. Lauryn nie en bloc mais lance à Evan qu'il devrait être content, cette femme lui a permis d'ouvrir les yeux. Lauryn menace ensuite Evan de porter plainte contre lui pour harcèlement. Le docteur Cresson n'a pas peur, il sait que sa plainte ne sera pas crédible. Mais, crédible ou pas, Lauryn sait pertinemment que la réputation d'Evan serait ruinée par de telles accusations. Elle jubile. Après être tombée plusieurs fois sur son répondeur, Marc parvient enfin à joindre Chloé et prend de ses nouvelles. Chloé répond qu'elle est épuisée mais qu'elle tient le coup. Elle ajoute que Van se remet doucement et qu'elle s'apprête à aller le voir. Puis met un terme à la conversation en raccrochant précipitamment. Plus tard, Chloé arrive dans la chambre d'Evan. Alain est à ses côtés, il explique à son patient qu'une raideur articulaire avec une nécrose au niveau de la tête humérale a été décelée sur les radios. À terme, Evan risque de ne plus pouvoir exercer la médecine à cause de ce problème. Il faut donc l'opérer au plus vite. Chloé est inquiète. Evan tente de la rassurer, il connaît l'équipe qui va l'opérer et il a entièrement confiance. Au commissariat, Élise annonce à Becker qu'elle a vérifié l'alibi de Lauryn, celle-ci était bien dans un bar à l'heure de la fusillade. Elle balaye également la possibilité qu'elle ait pu commanditer l'assassinat de la femme de son amant, d'autant plus que le couple Cresson était déjà séparé à ce moment-là.
Hakim les informe qu'il a trouvé quelque chose sur Pierre Andrieux, le propriétaire d'une voiture grise qui a été remarquée sur le lieu de la fusillade. Andrieux a un permis de chasse et c'est l'arme dont il est propriétaire qui a été utilisée pour tirer sur Chloé. Et il se trouve que cet homme s'est récemment présenté au commissariat pour porter plainte pour diffamation contre Chloé et ses chroniques. Hélène a une nouvelle idée pour se venger. Hélène est au sauvage avec Victor. Elle lui raconte qu'elle n'en peut plus et qu'elle arrive régulièrement à la galerie avec la boule au ventre, de peur de croiser Christian. Victor lui conseille de changer de travail, mais Hélène ne se voit pas faire faux bond à Alix. Bien qu'il ne sache pas trop ce qu'elle reproche à Christian, Victor suggère à Hélène d'appliquer une règle d'aïkido, plutôt que de s'opposer frontalement à son adversaire, elle devrait utiliser sa force en la détournant à son avantage. Un conseil qui semble donner une idée de vengeance à Hélène, qui repart joyeuse des sauvages. Enthousiaste, Hélène arrive à la galerie et demande à Alix comment elle compte s'y prendre pour écouler les fausses toiles de Boucher. Alix explique à son ami que Christian compte les vendre à un collectionneur américain en lui faisant croire, comme pour les Delfino, qu'ils les ont trouvés dans une grange ou un grenier de château à moitié abandonné. Mais pour Hélène, ce n'est pas une bonne stratégie. Elle craint que si l'on apprend que la galerie est encore tombée par hasard sur des tableaux abandonnés, cela paraîtra forcément suspect. Pour elle, la coïncidence est trop grande, il ne faut surtout pas passer par la galerie. Elle suggère à Alix que ces toiles soient découvertes autrement. Selon elle, le collectionneur américain ne veut pas simplement acheter des tableaux, il veut qu'on lui vende du rêve, une histoire hors du commun. Alix est intriguée. Et ça tombe bien car Hélène a une proposition à lui faire. Au sauvage, Emma a la sensation que Victor se sent seul, elle est triste de le voir comme ça. Mais Enzo l'a vu écrire des lettres manuscrites et pense qu'il a rencontré quelqu'un. Emma émet l'hypothèse qu'il puisse s'agir d'Hélène, mais Enzo n'a pas du tout envie qu'ils se remettent ensemble, convaincu que cela tendrait encore les relations avec Claire. À la galerie, Alix annonce à Christian qu'ils vont se servir de la véritable histoire de la disparition des tableaux de Boucher, qui appartenaient à la famille de Brissac et ont disparu en 1794, pour en inventer la suite. Car personne n'a revu ces œuvres depuis la mort de François de Brissac, qui a été arrêté puis décapité pendant la Terreur. Alix suggère que, la veille de sa mort, François de Brissac a écrit une lettre cryptée à son fils Jean, parti s'exiler en Angleterre, dans laquelle il indiquait où se trouvaient les tableaux. L'idée serait alors d'imaginer que la lettre n'a jamais été reçue par son fils et qu'elle ait ensuite été retrouvée par hasard. Intrigué, Christian lui demande comment elle ferait apparaître cette lettre. Alix suggère de faire une exposition de lettres du XVIIIe siècle dans sa galerie. L'une d'entre elles serait cette fameuse lettre et indiquerait où sont les tableaux. Christian la félicite pour l'idée. Alix se garde bien d'avouer que si est une idée d'Hélène et ajoute qu'elle ne sait pas comment elle a eu cette inspiration. Pour mettre ce plan à exécution, Ulysse a besoin d'encre du XVIIIe siècle. Il demande de l'aide à Bilal, qui lui rappelle qu'il est chimiste, et non magicien. Ulysse insiste, il est persuadé que Bilal va y parvenir, et promet que si est la dernière fois qu'il lui demande un service. Bilal finit par céder.
Love just has